Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Aujourd'hui, je reçois un homme tout à la fois mondain et un télo cynique mais romantique, déjanté mais BCBG, 99 francs, l'amour dure 3 ans ou encore un roman français. Au fil des livres, il dresse le portrait de sa génération mais aussi et surtout de lui-même. En plus d'être écrivain, il est également journaliste, réalisateur et éditeur, toujours avec ce sens de la provocation et de l'autodérision qui le caractérise. Et cet invité, c'est Frédéric Beigbeder. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de votre nouveau roman, Oona et Salinger, qui vient de paraître là chez Grasset. C'est vrai que vous n'avez jamais caché votre fascination pour la littérature américaine et donc J.D. Salinger, qui est mort en 2010. Vous deviez faire un documentaire, hein, c'est ça, en 2007? Oui, j'ai commencé par essayer d'aller le voir en 2007 dans la forêt de Cornish. Il vivait reclus. Voilà, chez lui, dans le New Hampshire. Et puis, évidemment, je me suis dégonflé au dernier moment parce que je savais qu'il allait me tirer dessus avec sa carabine. Donc, je ne l'ai pas rencontré. Qu'est-ce qui vous fascine chez cet auteur, J.D. Salinger, auteur de l'Attrape-Cœur, hein, c'est le contraire de moi-même. Vous voyez, si j'étais Salinger, je ne serais pas là. Moi, je suis le David Guetta de la littérature, et lui, c'était l'homme le plus reclus, le plus misanthrope, le plus secret du XXe siècle. Qui l'a rendu assez fascinant. C'est vrai que le fait qu'il soit complètement coupé du monde. Donc voilà, les contraires s'attirent. Je suis attiré par ce mystère, le mystère de cet écrivain qui en plus a une vie qui est un roman, hein, vraiment. C'est ça qui me fascine aussi. Alors justement, vous racontez un moment de la vie très précis de Salinger. Le livre s'appelle Oona et Salinger, du nom de Oona O'Neill, qui était la fille du dramaturge Eugène O'Neill. Ils ont donc eu un amour de jeunesse qui n'a duré que quelques mois, hein, finalement, avant que Salinger soit appelé sous le drapeau américain pour la Seconde Guerre mondiale. En 1940-41, ils ont flirté ensemble, ils étaient jeunes, ils étaient beaux, c'était une passion, et puis la guerre les a séparés. Et le cinéma aussi. Et effectivement, puisque Oona Salinger se marie avec Charlie Chaplin. Tragique. C'est quelques mois qui sont finalement un amour de jeunesse, mais vous rendez cette histoire assez décisive dans la vie de Salinger. Pourquoi ce moment-là? Mais je crois que les écrivains ont souvent un chagrin qui leur brise le cœur et qui les transforme en grands écrivains. Au fond, voilà, j'avais fait un roman qui, comme vous l'avez cité, L'amour dure 3 ans, qui était assez pessimiste sur le sentiment amoureux. Et là, j'avais envie de faire un grand roman d'amour. Et évidemment, qu'est-ce que je choisis? Un couple qui n'a pas marché. Parce que je crois que, en fait, pour un roman, c'est plus intéressant de parler du malheur que du bonheur conjugal. En tout cas, moi, j'ai du mal, j'y arrive pas. Je crois que, voilà, c'est plus magique, féerique, quand ça ne marche pas. Oui, parce que quand Salinger rentre de la Seconde Guerre mondiale, Oona O'Neill est mariée et éperdument amoureuse de Charlie Chaplin. Ce sont des personnages à la vie déjà très romanesque. Vous avez demandé à la famille de Chaplin tout de même d'avoir l'échange de lettres éventuelles entre Salinger et Oona. Vous ne les avez pas obtenus et donc vous les inventez. Qu'est-ce que la fiction apporte de plus finalement que la biographie? Il y avait déjà des biographies de tous ces personnages très prestigieux et curieusement, aucun roman. Le roman, justement, il permet de combler tous les interstices, de s'imaginer les dialogues entre Oona et Jerry, entre Chaplin et elle, quand ils se rencontrent. Et puis, Salinger a fait la guerre. Il a débarqué le 6 juin 1944 sur Utah Beach, en Normandie. Il a traversé la France. Il a participé à la libération de Paris, dont nous fêtons ces jours-ci, même aujourd'hui, le 70e anniversaire. Et ce qui est dingue, c'est que, évidemment, à la libération de Paris, c'était la fête. Tout le monde, tous les soldats allaient rencontrer des filles françaises, tout le monde embrassait tout le monde. Et lui, il est allé boire un verre avec Hemingway au Ritz, et pour parler avec lui pendant 2 heures. Donc j'essaie d'imaginer le dialogue entre ces deux monstres sacrés de la littérature. Voilà, c'est tout ça que le romancier peut se permettre, alors que le biographe, lui, n'a pas le droit. Et votre roman est aussi un roman de guerre, il faut le préciser, pas que un roman d'amour, parce que cet épisode de la guerre est très décisif dans la vie de Salinger. C'est ce qui les a séparés, c'est aussi peut-être ce qui en a fait un très grand écrivain. Alors, c'est vrai que vous avez été absent des librairies pendant, je crois, 5 ans. Un roman français, c'était en 2009 ou 2010. Oui, 2009. Bon, 5 ans quand même, vous avez été bien occupé. Vous étiez venu nous voir la dernière fois à France 24 pour l'adaptation sur grand écran de votre propre roman L'amour dure 3 ans avec Louise Bourgoin et Gaspard Proust. C'est sorti donc en 2012. On en regarde quelques images pour se remémorer.
Alors, j'ai lu votre manuscrit. L'amour dure 3 ans. J'adore le titre. C'est bien con. Ça fait 3 ans que nous sommes tous les deux. Ça, c'est un peu long à expliquer, mais j'ai pas parlé du livre à ma petite amie. Quelle ringardise, cette espèce de pessimisme beau. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ta vie? Non, c'est pas moi. J'écris ce livre avant de te rencontrer. Le livre le plus misogyne de l'année, génial. Puis il est fou ton titre. Avec toi ça dure beaucoup moins et en plus c'est pas de l'amour. Eh ben, si tu l'aimes vraiment, vas-y, fonce. La vie continue. Alors, Eh oui, ouais, toujours aussi romantique. toujours aussi romantique, indécrottable romantique, je le disais en vous présentant. Qu'est-ce que vous a apporté cette expérience de réalisateur? C'est le contraire de la littérature, parce qu'on est avec beaucoup de monde autour de soi, et ça, c'est une chose absolument merveilleuse. C'est comme si tout d'un coup, on avait 50 cerveaux pour écrire une histoire. J'ai adoré, et surtout ce que j'ai adoré, c'est le contact avec les acteurs, les techniciens, tous ces gens qui viennent et qui vous aident. Là, j'ai repris 4 ans de travail solitaire pour m'intéresser à Oona et Salinger. C'était voilà, c'est très agréable aussi, mais C'est un tout autre c'est exercice. très solitaire, et j'ai hâte de refaire un film. Voilà, mais vous avez un autre projet donc de cinéma. Oui, j'ai un projet d'adapter Au secours, pardon, qui est un autre de mes romans. Je ne sais pas pourquoi j'adapte toujours mes propres livres, peut-être parce que ça me fait gagner du temps, en fait. Plutôt que de repartir d'inventer de nouveaux personnages, là, je revisite l'histoire d'Octave qui part à Moscou chercher la plus jolie mannequin du monde. Bon, on suivra ça de près. Alors, puisqu'on parle de cinéma, littérature, c'est vrai que le premier de vos romans qui a été adapté, c'était 99 francs. À l'époque, c'était Yann Kounen à la réalisation, avec Jean Dujardin dans le premier rôle. C'est un peu le livre, on peut le dire, qui vous a fait, on va dire, exploser, qui a fait partir vraiment votre carrière. Qu'est-ce qui a changé chez vous en tant qu'écrivain depuis 99 francs? Peut-être la joie d'être un peu entendu. J'étais tellement heureux d'être édité, d'écrire, et ça me convenait. Je vendais très peu d'exemplaires, et ça me convenait quand même. Mais la rencontre avec un public très large, ça vous donne une liberté, ça vous donne une sorte de confiance, peut-être excessive parfois. Ça peut rendre un peu dingo. J'ai eu des phases où je pense que je me suis perdu, mais c'est très... comme on écrit parce qu'on n'a pas confiance en soi et parce qu'on va très mal, je pense que vous le voyez. Mais donc peut-être ça rassure un peu, ça donne une sorte de chaleur. Et voilà, là par exemple, de passer tout ce temps avec Oona, Salinger, Chaplin et tout, est-ce que j'aurais eu le courage de me lancer dans un projet pareil pendant toutes ces années si j'avais pas su qu'il y avait quand même des lecteurs fidèles qui seraient au rendez-vous? Je sais pas. Une reconnaissance du public qui est toujours agréable. Et alors, vous faites partie depuis, même avant 99 francs, de ces auteurs qui affectionnent l'autofiction, quitte parfois à être taxé un peu de nombriliste, mais vous le faites, vous tournez en autodérision, voilà, exactement. Ouais. Pourquoi est-ce que vous aimez ce procédé qui est de plus en plus en vogue Alors là, ce livre-là, c'est pas tout à fait le cas. Il y a toujours de vous, tout de même. J'ai vu un titre dans un journal qui disait Becbédé enterre l'autofiction. Alors je ne prétendrai pas avoir ce pouvoir, mais c'est un livre plutôt sur des gens qui ne sont pas moi-même. Mais il est vrai, j'ai craqué, j'ai quand même commencé et terminé par parler de moi, de ma visite là-bas chez Salinger, et de mon enquête en Suisse sur les traces d'Oona Chaplin. Pourquoi? Alors, pas seulement par nombrilisme, je crois aussi que c'est d'ailleurs le cas dans le roman d'Emmanuel Carrère, là, à la rentrée, c'est que dire « je », c'est aussi une manière de prendre le lecteur par la main et de dire ce n'est pas une histoire ancienne que je vais vous raconter, elle se passe dans les années 40, mais elle nous concerne aujourd'hui. Et j'aime bien l'idée de relier le passé avec le présent, et je passe par cette personne tout à fait inintéressante. C'est important de savoir qui raconte l'histoire. Vous parlez d'Emmanuel Carrère, c'est vrai qu'on est en pleine rentrée littéraire, 600 romans qui sortent en ce début d'année scolaire. Vous avez été absent pendant 5 ans des librairies, il y a tous ces prix littéraires, effectivement aussi le prix Goncourt qui sont donc à la clé de cette rentrée littéraire. Vous vous sentez attendu au tournant? C'est des prix par exemple qui sont importants pour vous qui en avez reçu déjà quelques-uns?
Bien sûr, c'est très, oui, c'est très excitant. Si vous voulez, il y a une sorte de cirque en automne en France autour du roman, et ça, c'est un des rares pays qui est comme ça. Nous sommes sur France 24, soyons fiers d'être peut-être le seul pays au monde où tout le monde s'agite autour de la littérature à la même période de l'année. C'est vrai que c'est un phénomène unique au monde et c'est assez drôle. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Avoir une médaille, c'est agréable, mais il ne faut pas non plus courir qu'après ça. C'est pas pour ça qu'on écrit des livres. Bon, en tout cas, on l'a compris, vous êtes presque aussi fan de cinéma que de littérature. Alors, cette semaine en salle, on a Hercule, Party Girl ou 22 Jump Street. Vous choisissez quoi? Évidemment, j'aurais pu... je suis sûr que vous pensez que je vais répondre Party Girl. C'est vrai. Mais j'en ai vu un des trois. Ah. J'ai vu 22 Jump Street. Ouais. D'ailleurs, en français, on dit 22 Jump Street. et c'est très, très marrant. C'est vraiment très marrant. C'est même mieux que 21 Jump Street. Ouais. Et Jonah Hill, je suis complètement fan. Donc, je recommande celui-là. Bon, on va terminer cette émission donc, sur le conseil cinéma de Frédéric Becbédé. Merci beaucoup. Merci. Et je rappelle donc que Oona et Salinger est paru aux éditions Grasset. Et voici donc quelques images de 22 Jump Street, la suite donc de 21 Jump Street, déjà inspirée de la série avec Channing Tatum et Jonah Hill qui parodie les codes de genre policier en salle cette semaine en France. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. À très vite. So we're moving you across the road to 22 Jump Street. You two sons of bitches are going to college. Oh, so tight! We'll go around to classes and activities, ask around about the drug, find out who the dealer is. White boy wasted. It's just drinking games and bonding. Why is that so painful for you?